C'est la plus grande catastrophe nucléaire depuis celle de Tchernobyl en 1986, près de 3 ans après le tsunami et l'accident de Fukushima au Japon. Des fuites d'eau hautement radioactives sont fréquemment détectées sur le site. La décontamination prendra des dizaines d'années. Que deviennent les Japonais qui ont tout perdu? Comment survivent ces dizaines de milliers de sinistrés? Notre grand témoin vous permettra sans doute de beaucoup mieux comprendre la situation. Aujourd'hui, Yuki Takahata, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, interprète, traductrice à Paris. Vous êtes membre du groupe Sortir du nucléaire et vous avez surtout fondé yosomono.net. Alors c'est un réseau d'entraide, d'information. Quelles sont exactement les actions que vous menez à travers Yosomono ? Oui, c'est surtout partager des informations à travers notre réseau international de ressortissants japonais contre le nucléaire. Nous sommes en rapport tout le temps avec des associations et des groupes japonais qui luttent contre TEPCO et les autorités japonaises. Donc, et puis encourager de l'extérieur, parce que c'est très important, et relayer leurs informations et leurs appels. Et pour être plus efficacement, pour faire pression sur le gouvernement japonais. Alors on va y revenir. Alors ça ne vous a pas échappé, Yuki Takahata, des ressortissants, enfin en tous les cas des sinistrés japonais ont été autorisés à rentrer dans leur maison abandonnée dans la région de Fukushima pour les fêtes de fin d'année. Pascal Achard nous raconte comment cela s'est passé pour un couple. Regardez. Cela pourrait ressembler à un jour comme les autres, course en famille et retour à la maison. Mais pour ce couple, ce 25 décembre est exceptionnel. Les voici de retour dans leur maison abandonnée il y a plus de 2 ans à Minamisoma, ville voisine de la centrale nucléaire de Fukushima. Aujourd'hui, ils sont autorisés à passer les fêtes chez eux. Jusqu'à présent, l'accès aux localités proches de la centrale endommagée par le séisme et le tsunami de 2011 était autorisé uniquement dans la journée pour nettoyer et décontaminer. Nous sommes heureux d'être chez nous. J'aimerais juste que nous puissions y rester. Et si certains locaux reviennent ici pour le Nouvel An, ça me ferait plaisir de discuter avec eux autour d'un thé. Pas sûr que cet homme trouve beaucoup de voisins. Sur les 27 000 personnes autorisées à revenir, seuls 1700 environ ont saisi l'occasion. Depuis le tsunami et l'accident nucléaire en 2011, beaucoup de foyers n'ont plus de maison. Quant aux immeubles épargnés, la plupart restent inhabitables. Le niveau d'exposition radioactive y est encore trop élevé, ce qui n'incite pas au retour, même ponctuel. Alors justement, à peine 2000 personnes ont saisi cette autorisation. Vous comprenez l'inquiétude de ces Japonais ? Oui, bien sûr, parce qu'il y a le problème de la contamination radioactive qui ne baisse pas tout de suite. Et donc, des gens commencent à comprendre que peut-être ils ont perdu leur foyer, leur ville natale, peut-être pour toujours, quoi. Donc, et pourtant, évidemment, ils veulent quand même revenir, mais ils ne peuvent pas, et surtout pour les enfants, parce que la radioactivité est beaucoup trop importante encore. Alors, on estime à 160 000 le nombre de Japonais déplacés à cause de cette catastrophe. Vous le dites, ce sont des familles qui ont tout perdu, le travail, l'école, la maison. Quel est le quotidien de ces personnes qui ne sont plus dans la région ? Où sont-ils ? Comment vivent-ils ? Alors, il y en a quand même pas mal qui sont restés dans la préfecture de Fukushima. Ça veut dire que dans la préfecture de Fukushima, la radioactivité est quand même pas très très basse. Donc, ils ont encore des angoisses et surtout, ils ont été irradiés au début à cause de non-information à la population. Donc, voilà, le quotidien est très dur parce que ils ont l'angoisse et les inquiétudes pour des conséquences sanitaires, notamment pour les enfants. Parce qu'on a déjà détecté 59 cas de cas de cancer de thyroïde et même, enfin, de fortes soupçons, c'est quand même c'est beaucoup trop important pour ce genre et d'autres pathologies aussi. Donc, et tous les jours, il y a l'inquiétude sur la contamination alimentaire aussi et surtout l'indemnisation, ça tarde, ouais. Et voilà. Et puis surtout, c'est de vivre loin de chez soi, des siens. Oui, et puis il y a aussi le problème de dissension, parce qu'il y en a qui sont partis plus loin. Parce qu'ils ont peur, pour les enfants surtout. Donc, il y a des dissensions au sein de la famille, au sein de la communauté. Il y a beaucoup de problèmes psychologiques aussi, quoi. Alors justement, les problèmes psychologiques, il y a un traumatisme important. Alors, on dit souvent, à tort ou à raison, que finalement, dans la culture japonaise, il est très difficile d'exprimer une douleur, un sentiment. Qu'en est-il exactement ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a un travail psychologique auprès des sinistrés ?
Je pense que pour ce problème-là, la France est peut-être un peu plus en avance pour la prise. Mais si, il y a quand même les prises en charge par des médecins plutôt qui sont des thérapistes, mais on n'entend pas beaucoup et surtout il y a le problème de, comment dire, on n'arrive pas à exprimer ce qu'ils pensent parce que la société entière japonaise ne veut pas tellement voir le problème. C'est un tabou, c'est devenu un tabou. C'est devenu quand même un tabou et puis ceux qui sont restés à Fukushima, ils n'ont pas envie de s'apitoyer sur leur sort. Non, et puis surtout comme il y a un déni. Voilà. Donc, comme il y a un déni, il y a des gens qui ne veulent pas du tout entendre parler des problèmes de la radioactivité, etc. Donc, c'est très, très difficile pour des gens qui s'inquiètent d'exprimer leur douleur. Voilà. Alors, avec le recul, est-ce que vous diriez finalement que cette catastrophe nucléaire est encore plus douloureuse, plus traumatisante finalement que le tsunami, le raz-de-marée ? Et bien sûr, parce que le tsunami ou on peut toujours reconstruire. Le problème de l'accident nucléaire, c'est que la contamination est vraiment pendant des décennies. Elle est longue, diffuse. Voilà, et puis surtout, ça a complètement brisé des relations. Si vous avez que le tsunami ou le tremblement de terre, il y a des gens qui sont morts, mais on peut faire le deuil. Là, c'est un problème. La radioactivité, ça ne se voit pas, ça ne se sent pas, et on n'a pas encore toutes les conséquences. On est inquiet pour l'avenir et surtout pour les enfants. Donc c'est un problème très très compliqué et puis et monstrueux quoi en fait. Alors on va voir comment les autorités procèdent justement à la décontamination du site. On retrouve à Tokyo notre correspondant Vincent Touraine. Bonjour Vincent. Alors récemment TEPCO, l'opérateur qui exploite la centrale, a organisé une visite du site accidenté. Pourquoi est-ce que 3 ans pratiquement après la catastrophe, Vincent, est-ce que cette entreprise n'arrive pas à enrayer les fuites d'eau hautement radioactives ? Comment vous l'expliquez ? Voilà, le gros problème, ce sont les fuites d'eau radioactives depuis quelques mois qui sont révélées au grand jour et bien régulièrement on apprend qu'il y en a de nouvelles parce qu'il y a un gros problème au niveau de la récupération et du stockage de l'eau contaminée sur le site de la centrale de Fukushima. Vous savez qu'en permanence, TEPCO injecte d'énormes quantités d'eau dans les 3 réacteurs accidentés pour les maintenir stables. Cette eau est en grande partie recyclée, décontaminée, mais comme tous les éléments radioactifs ne peuvent pas être supprimés, le surplus trop radioactif de cette eau est stocké, faute de mieux, dans des grands réservoirs. Il y en a près d'1 millier sur le site de la centrale de Fukushima. Et il se trouve que ces réservoirs, certains d'entre eux en tout cas, ne sont pas étanches, d'où ces fuites. À cela s'ajoutent les eaux de ruissellement qui en permanence s'infiltrent dans le sous-sol de la centrale et se chargent de radioactivité au contact des installations de la centrale qui elles-mêmes sont radioactives. Ce qui fait qu'au total, on estime que 400 tonnes d'eau radioactive chaque jour s'échappent de la centrale pour en grande partie aller contaminer l'océan tout proche. Alors tout cela, Vincent, ne fait que retarder non seulement le vaste chantier de la décontamination du site, mais aussi le démantèlement proprement dit de cette centrale. Et voilà, et c'est pour ça qu'une entité à part va être créée pour se concentrer sur le démantèlement de la centrale de Fukushima. C'est ce qui va être le plus long, ça va prendre jusqu'à 40 ans. Ça commence à peine, ça a commencé il y a quelques semaines seulement par le retrait méthodique des barres de combustible usagées qui se trouvent dans la piscine de stockage du réacteur numéro 4. Il y en a 1500, il va falloir toute l'année 2014 pour les retirer et les mettre en lieu sûr. Et puis après, ça va être le gros morceau, pourrait-on dire, c'est-à-dire le retrait du combustible entré en fusion dans les réacteurs 1 à 3, c'est quelque chose qui n'a encore jamais été tenté. Et puis à côté de cela, il y a la décontamination qui concerne une grande partie de l'est de la province de Fukushima, compte tenu de tous ces rejets radioactifs. C'est la responsabilité de... Vincent Touraine qui nous a hélas quitté un peu trop vite en raison d'un problème de connexion. Merci en tous les cas à Vincent Touraine pour ces précisions. Yuki Takahata, on vient d'entendre, il faudra sans doute des dizaines d'années pour cette décontamination. Une réaction peut-être à ce que vous venez d'entendre ? Oui, plus que ça pour la décontamination parce qu'on a constaté qu'elle est assez inefficace parce qu'en plus, comme il y a encore le rejet radioactif, mais avec la pluie, la neige, ça retombe
tombe et alors, Fukushima, c'est une région où il y a beaucoup de montagnes et de forêts. Dans les endroits comme ça, la radioactivité reste pendant très très longtemps, donc on ne peut pas vraiment décontaminer efficacement. Voilà. Et puis le problème, c'est que quand on décontamine ces entreprises de BTP, ils font pas tellement attention, ils laissent des déchets sur place et on a même vu des enfants jouer dessus. Il n'y a pas assez de protection. Les gens ne sont pas assez informés et on n'a pas non plus des endroits bien protégés clairement. Ouais. Voilà, ça c'est vraiment un très grand problème. Alors est-ce que c'est cette catastrophe qui vous a amené, vous, au militantisme, au réseau Sortir du nucléaire? Oui, bien sûr, oui, c'est ça, oui. Parce que bon, avant, oui, on a toujours été contre le nucléaire, mais avant l'accident, on ne s'en rendait pas vraiment compte de la gravité des choses. Et là, c'est quand même, de mon pays natal. Et puis, bon, il y a eu Tchernobyl. Et en plus, j'ai été en France, donc j'ai vu comme les autorités mentent à la population. Et là, le fameux nuage qui se sera arrêté aux frontières. Voilà. Et cette fois-ci, ils ont menti aussi. Donc voilà, je me suis dit, il faut vraiment que ça soit des citoyens qui se prennent en charge. Alors justement, est-ce qu'il y a une prise de conscience aussi, comme vous l'avez connu à titre personnel, dans l'opinion publique japonaise? Voilà. Et cette prise de conscience de l'opinion japonaise est assez spectaculaire parce que malgré les grands médias ne parlaient pas du tout au début, mais grâce à Internet et des associations ou des citoyens, des journalistes indépendants qui ont essayé d'alerter des informations, on aurait pu les avoir assez vite et ils ont essayé d'alerter et il y a eu beaucoup de mobilisation. Vous savez qu'il y a chaque semaine, vendredi soir, il y a un rassemblement, ça continue, toutes les semaines devant le cabinet du Premier ministre. Et il y a une vigie devant METI, donc le ministère de l'économie. Ce sont des citoyens chaque jour qui protestent. Et ce qui est dommage, c'est que les grands médias, y compris à l'étranger, ne parlent pas assez de cette mobilisation. Alors, on l'a vu tout à l'heure, vous écoutiez ça avec attention, cette visite de Shinzo Abe dans ce sanctuaire controversé. Est-ce que finalement, cette reprise en main du Premier ministre conservateur, elle n'est pas finalement pour ressouder le peuple japonais? Quel est votre avis à ce sujet? Non, c'est le contraire, là. C'est vraiment une catastrophe. Parce que le gouvernement précédent, au moins, ils ont dit le Japon va sortir du nucléaire dans les années 2030. Là, ce gouvernement PLD qui a introduit le nucléaire, qui a toujours promu le nucléaire, il vise actuellement un nouveau programme d'énergie où le nucléaire est toujours central. Il veut recommencer. Ce gouvernement essaye de vendre les centrales à l'étranger, mais aussi redémarrer. Et donc, l'opinion publique, majoritairement, est contre. Mais ce gouvernement et le parti majoritaire n'écoutent pas l'opinion publique. Et c'est vraiment... Et ils viennent de passer une loi qui est très grave, une loi liberticide relative à la protection des secrets d'État qui risque d'entraver le droit de savoir des citoyens parce qu'on criminalise des journalistes et même les députés et des citoyens qui veulent connaître des informations. Qui travaillent à plus de transparence. Voilà. Merci beaucoup Yuki Takahata d'avoir témoigné sur TV5 Monde. Merci à vous.